Voilà. Valorisation. Bien. Alors, on va changer de format pour cet après-midi. On a deux plans de table ronde, hein, donc on va essayer de le faire en tant que tel. La première table ronde a pour sujet comment se procurer les traces ou données numériques à la base des observations. Donc, ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit tour de table de chacun des groupes d'intervenants pour qu'ils présentent dans un premier temps leur projet. Hein, quelles sont les données dont ils disposent, qu'est-ce qu'ils souhaitent montrer ou pas avec leurs données. Alors, bien sûr, comme tout ça, c'est un peu particulier là-dedans, puisqu'il y a des usagers de données et vous êtes plutôt un fournisseur de données ou un gestionnaire de données. Ensuite, on va se confronter à la question un peu cruciale, c'est comment on a accès à ces données. Hein, et derrière quel format, quel type de valorisation on peut avoir. Et puis, une question un peu cruciale qui a été levée ce matin dans la première intervention, c'est tout ce qui est la question éthique. Qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire avec ces données? Est-ce qu'elles sont anonymes, pas anonymes? Est-ce qu'on peut, c'est un peu commercial, pas commercial? Toutes ces questions à la fois éthiques, un peu juridiques aussi sous-jacentes, qui sont présentes. Donc, je propose qu'on fasse d'abord un tour de table. Chacun se présente et présente l'ambition, puis après, je me permettrai de rebondir. Peut-être aussi, je ferai le naïf quand il y a plein de mots un peu techniques, des fois qui sortent. Peut-être qu'il sera intéressant de les redéfinir ou du moins d'en imposer quelques éléments de définition pour qu'on partage tous le même langage. Alors, je ne sais pas. Qui commence? Non. Vu que la parité n'est pas respectée, Donc, bonjour. Donc, du coup, voilà, ce matin, donc, je suis Valérie Lavoine, je suis un chercheur au laboratoire d'informatique de Grenoble, dans une équipe spécialisée dans le domaine de la géomatique, en fait, du traitement de l'information géographique. Donc, moi, je m'intéresse plus particulièrement aux problématiques de traitement, représentation, visualisation des données spatio-temporelles et notamment des nouvelles formes de données. Et mon objectif, en fait, d'un point de vue de la recherche, c'est d'explorer la diversité des nouvelles formes de données, de voir en quoi ces données multiformes, multidimensionnelles, hétérogènes, incertaines peuvent nous permettre d'étudier, en fait, de rendre compte de nouvelles spatialités. L'idée, c'est que, et c'est aussi de comment on peut donner à voir ces données, en fait, comment à partir de la visualisation multidimensionnelle, ces données peuvent nous apporter de la connaissance. Voilà. Donc, en fait, je n'ai pas de thématique particulière, hein. Je peux très bien travailler sur des problématiques liées à la linguistique, hein, aux problématiques récréatives, comme ce matin. Et je travaille aussi sur les problématiques de relocalisation des victimes en montagne, par exemple, comment la visualisation peut nous aider à aider le PGHM, notamment à trouver en fait quelqu'un qui s'est perdu en montagne. Voilà. Pardon ? C'est Choucard. C'est Choucard, voilà. Et dans ce projet-là, on a aussi exploré en fait les traces, les traces GPS de la randonneur issues des camps, voir en quoi ces traces pouvaient aider à renseigner les secouristes, dans quel contexte, comment on pouvait les revisualiser, etc. Mais bon, on n'est pas allé très très loin là-dessus. Voilà. Oui. Donc, je suis membre du LJK, c'est le laboratoire de mathématiques appliquées, le laboratoire Jean Kussmann à Rwanda. Je fais partie du département data, qui est plutôt spécialisé pour le traitement de la donnée, la modélisation, la statistique, et puis aussi notamment sur les aspects de visualisation. Je travaille en partenariat avec l'IGE sur pas mal de problématiques liées à l'environnement, en particulier les pollueurs atmosphériques. On a un projet Mercure, dynamique de Mercure relative.
Voilà. Mais je travaille aussi sur des données plus humaines. Tu as parlé de la géopolitique. On a collaboré, Maëner et Claire, sur ce sujet. Je travaille du coup sur des domaines assez variés et plus récemment sur les dernières technologies, enfin, les nouvelles technologies, on va dire, et les possibilités d'application web pour accéder interactivement à l'accès soit au grand public, soit à des spécialistes. Avec par exemple des technos comme Airshare. Et vous êtes quand même passé de données, l'usage de données publiques à du open data. C'est quand même marquant dans votre parcours. Ah oui, c'est ça. Enfin, moi, je travaille sur les données de tweets pour analyser les comportements des individus face à des événements extrêmes. Sur les données de Dakar, oui, on est pas voilà. Et puis après, sur d'autres types de données. Donc, c'est quand même un cheminement. Ah oui, c'est un cheminement, c'est vrai. Alexis? Oui, alors bonjour à tous, je suis Alexis Burger, membre de l'association Comme du Grand. C'est une association qui gère un site internet qui propose des tours en ligne, un forum et tout. Je ne sais pas si il y a Antoine Martin aussi qui est avec moi. Je ne sais pas s'il m'entend. Il utilise pas. Oui, je suis connecté. Donc en gros, on est principalement un topo en ligne avec des comptes rendus de sortie qui vont avec. On essaye aussi un petit peu de développer tout l'aspect de responsabilisation autour des enjeux naturels, écologiques. Donc, on a quelques partenaires avec qui on travaille pour proposer des surcouches sur les cartes ou améliorer les topos, prévenir les usagers en général. On essaye aussi de travailler avec quelques partenaires publics pour le partage des données, notamment parfois PGHM, pour faire des ratios entre la fréquentation et les accidents. Ou bien, on a aussi un truc qui s'appelle CERAC, c'est une espèce de compte rendu en ligne qui permet de proposer à tout à chacun de partager son expérience d'un accident. Et comme ça, à partir de là, on peut faire des statistiques sur, sur comment ça se provoque, dans quelles circonstances. Voilà, donc ce site il propose à chaque contributeur de donner des comptes rendus en ligne avec les traces GPS, les commentaires, des statistiques comme les dénivelés, la fréquentation, qui peuvent être utilisées et extraites ensuite par n'importe qui grâce à un petit logiciel. C'est une base de données qui est absolument libre. Tout le monde peut s'en servir. Un fournisseur, c'est facile. Si Antoine peut compléter, Antoine? Oui, ben, je ne sais pas si vous me voyez ou si vous m'entendez. Comment on fait pour mettre plus de On son? ne t'entend pas, Antoine. Ah, Voilà, c'est bon, on t'entend. Ok. ok. Alors, on avait préparé même deux slides de présentation, mais oui, ce qui vient d'être dit, c'est une présentation de notre site. Donc, je n'ai pas grand-chose à ajouter pour l'instant sur la présentation de l'outil. Très bien. Peut-être juste dire qu'il y a une dimension un peu recherche sous-jacente. Par exemple, CERAC, c'était une démarche sur les presque accidents. Mon bureau était une bonne représentante avec des collègues de Lyon pour analyser pas l'accident en tant que tel, mais les conditions dans lesquelles il y aurait eu une situation accidentogène. Voilà, et comprendre quelles étaient les chaînes de facteurs qui pouvaient amener une situation à risque, entre guillemets, d'une certaine manière. Et c'était Petzel qui était en financeur, mais pas fondation. J'y arrive. Hugues? Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle François. Je travaille à l'INRAE de Grenoble au Lessem. Et
à l'origine, mon objet d'étude, c'est les stations de sport d'hiver. Et puis, je me suis mis à faire pas mal de choses. Au début, je faisais des entretiens semi-directifs et simplement du travail qualitatif. Et puis, petit à petit, j'ai basculé du côté obscur de la technique. Et j'ai commencé à m'amuser à coder certaines choses, notamment par la modélisation numérique de l'enneigement des domaines skiables. Et puis, du coup, de discussion en discussion avec les collègues, mon entrée, c'était plutôt le tourisme et la diversification. Et puis, il s'est trouvé que le lien entre mon intérêt pour les stations et mes compétences techniques, il pouvait aussi s'appliquer dans le domaine de la diversification et dans laquelle les sports de nature, de manière générale, prennent une place relativement importante. Et du coup, moi, personnellement, je suis un peu pratiquant de canyon, je fais un petit peu de VTT, des choses comme ça. Du coup, il s'est trouvé qu'il y a eu l'opportunité de collaborer sur ces questions et je me suis penché dans l'univers de la donnée, de l'information géographique volontaire, avec une première expérience de scrapping sur des Sand Canyon. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à explorer les différentes possibilités techniques qui existaient, des plus compliquées, où on fait du scrapping dans le sens où on va chercher une donnée qui est publique, mais où il faut qu'on trouve le moyen de la récupérer de manière un petit peu systématique avec des outils que certains d'entre vous connaissent, qui sont WCAT, Beautiful South, des trucs comme ça. Tu vas à la seconde phase de la table ronde. Sur quel objet tu investis actuellement? Et puis après, on viendra à cette fameuse dimension de l'acquisition de données. Ok. Excuse-moi. Mais j'ai pas bien écouté l'introduction. C'est ça. Et du coup, voilà, je travaille pas mal sur ces données dans le cadre du projet IGV-Lab, notamment, en lien donc, avec la plateforme Outdoor Vision, le Sarmosem, et tout un ensemble de personnes qui font à la fois, avec un enjeu à la fois de quantification des choses sur la base des jeux de données qu'on a, et puis un enjeu de qualification de ces jeux de données qui rejoint un certain nombre de problématiques qu'on a pu aborder ce matin sur ce qu'elles représentent, qui est-ce qui les pose, et du coup, comment est-ce qu'on peut s'en servir. Après, on pourra parler des enjeux éthiques qu'il y a derrière, et puis je pense que c'est des sujets qui sont effectivement assez centraux et qui méritent d'être développés. Du coup, je n'en dis pas plus, puisqu'il ne faut pas que je fasse la deuxième partie. Christophe. Bonjour à toutes et à tous, et puis merci pour l'invitation. Donc, Christophe Martinet, je travaille au pôle ressources nationales des sports de nature, qui est une mission d'appui du ministère des Sports. Donc, on est une équipe d'une douzaine de personnes implantées à Vallon-Pont-d'Arc en Ardèche, et donc on a une mission nationale d'accompagner la politique publique de développement maîtrisé des sports de nature. Donc, au sein de cette équipe, on a différentes missions, et en ce qui me concerne, je suis sur le projet Outdoor Vision, donc, qui est un projet qui vise à collecter, à agréger des traces GPS de pratiquants outdoor pour les intégrer dans une plateforme d'analyse et de visualisation qui permet aux territoires, aux fédérations sportives, aux gestionnaires d'espaces naturels, aux collectivités territoriales, et puis aussi, bien sûr, aux services de l'État, d'identifier, visualiser des flux de pratiquants outdoor sur les territoires à différentes échelles, du plan local jusqu'à, on espère, au plan national. Voilà, on prend un peu plus dans le détail si vous souhaitez de la plateforme. Mais en gros, le sens qu'il y a là derrière, c'est passer d'une observation des pratiques sportives sur des fichiers de licenciés à une observation qui soit beaucoup plus en continu, dans le temps. Actuellement, le ministère, pour observer les pratiques sportives sur volume, fait une enquête tous les 10 ans, une enquête décennale, discipline par discipline, avec des échantillons représentatifs de la population française. C'est des enquêtes très lourdes qui génèrent pas mal de temps, de moyens humains et puis aussi d'aspect financier. Donc, du coup, il n'y a qu'une photo vraiment exhaustive tous les 10 ans. Et puis après, il y a un baromètre des pratiques sportives tous les 2 ans sur un échantillon plus réduit de 4000 personnes représentatives de la population française. Là, on est sur plutôt des grandes tendances.
Donc, c'est bien d'avoir ces chiffres, mais en gros, ils sont nationaux, ils sont au mieux régionaux, et on n'a pas après de données de suivi des pratiquants à une échelle locale qu'on peut concaténer avec d'autres territoires. Donc, l'enjeu à projet d'Horizon, c'était d'essayer d'avoir quelque chose qui soit plus en continu, qu'on puisse revenir un peu sur l'historique, qu'on puisse suivre ça chaque année, chaque mois, chaque saison. Et puis surtout mettre ces données à portée du KIDAM des chargés de mission dans les territoires, donc, notamment une Comcom qui n'a pas forcément un agent qui est spécialisé sur la nature, qui puisse un peu visualiser qu'est-ce qui se passe sur son territoire, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois, dans les dernières années. Donc, voilà, c'est la philosophie du projet. Donc, outiller la décision du territoire pour mieux aménager, mieux protéger, mieux pérenniser aussi cette cycle pratique. Très bien. Donc, peut-être, on arrivait à la seconde question. La donnée, elle est présente, elle est open, elle n'est pas open, elle est accessible. Comment se la procurer et sous quel format? On peut peut-être repartir par Philippe et Polanique. On l'a dit ce matin, vous avez été chercher la donnée de manière un peu directe. Oui, alors, on ne s'est pas trop posé de questions sur cela dit, on a travaillé sur vraiment l'ergonomie, on n'avait pas beaucoup de craintes, parce qu'en fait, dans le monde de sortie un site comme Tito, et que en particulier, c'est intéressé que l'aspect la localisation et pas tellement sur la donnée propre du contributeur. D'accord. Et quand vous parlez de scrapping, Oui, après, sur les aspects techniques, en fait. il y a quoi derrière? Alors derrière, il y a une compétence technique, effectivement, de savoir toucher les pages HTML des sites et d'accéder par des balises aux informations là où elles apparaissent dans la page. C'est de la technique. En fait, sur Skitour, c'était assez simple parce que je ne sais pas si quelqu'un de Skitour est dans la salle, mais à l'époque, c'est quand même des pages HTML qui étaient relativement simples. Oui. Voilà, c'est vrai que quand on a essayé en parallèle, quand c'était un peu plus complexe, et du coup, c'est pour ça qu'on s'est aussi focalisé sur Skitour parce que c'était une structuration HTML très simple. Voilà. Très lisible. Très lisible. Et c'est de moins en moins le cas, effectivement, parce que je pense que les choses sont de plus en plus structurées, sécurisées. On n'accepte pas comme ça maintenant si facile. Et qui est un monde. Il faut maintenant passer par des API pour lier à la donnée. C'est quoi un API? Alors, c'est une structure. Alors, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas informaticien, non. Application programmeur interface. Oui, voilà. Non, mais expliquez peut-être. C'est un langage standardisé qui permet de communiquer avec une plateforme, avec un certain nombre de requêtes stylisées, qui permettent. Enfin, c'est un langage commun machine-machine qui permet d'interroger un serveur avec un certain nombre de normes qui sont, elles, définies de manière systématique et qui permettent de récupérer une donnée qui correspond à cette norme-là. C'est-à-dire que la norme qui permet de dialoguer d'une machine à une autre, elle est clairement définie et du coup, il y a moins d'ambiguïté pour récupérer la donnée. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question, c'est celle qui était posée ce matin par le premier intervenant, c'est globalement, qu'est-ce qu'elle signifie cette donnée, quoi. Et je pense que Come2Camp, c'est un très bon exemple de cette situation parce qu'il y a un volume de données qui est effectivement assez facile d'accès, mais vraiment un gros volume de données. Alors, je ne sais pas si c'était pas le cas quand vous l'avez fait, mais l'API V6 là, qui a été développée, elle est effectivement extrêmement performante. Mais une fois qu'on a accès à la donnée, il faut arriver à l'utiliser. On se retrouve avec un certain nombre de tables d'informations. C'est de la base
c'est la base de données relationnelle, donc différentes tables qui contiennent des données, qui ont des clés primaires qui correspondent à des clés secondaires dans d'autres tables et qui permettent de mettre les tables en relation entre elles et donc du coup de reconstruire une information complexe sur la base d'une information qui est stockée de manière relativement simple. Et toute la question, c'est de comprendre qu'est-ce que représente l'information simple et quelles relations on peut établir pour remonter au niveau de l'information complexe. Oui, parce que si je peux me permettre, en fait, quand tu utilises l'API, il n'y a pas forcément la métadonnée avec. Voilà, donc du coup, moi, c'est ce qu'on a eu dans nos problématiques de Blablacar. À partir du moment où on était passé par l'API, on a eu du mal à comprendre toutes les informations qui présentent. En fait, les items, on les comprend, mais quelles sont les limites, en fait, par exemple, si je prends la date, quelles sont les limites temporelles, en fait, sur quelle base ils se sont basés. Nous, sur Blablacar, le gros problème qu'on a eu, c'était de la définition de la notion de trajet. Voilà, Blablacar, c'est quoi un trajet? La notion de trajet n'avait pas le même sens pour la personne qui postait en fait un trajet que pour celle qui allait en chercher. Et en plus, avec nous, on travaille avec des spécialistes justement des déplacements et qui avaient encore une autre définition de trajet. Donc, on a des problématiques en fait sémantiques particulièrement importantes. Au-delà du fait que l'API, elle norme aussi en fait à la fois l'ampleur de la donnée que vous voulez. Alors, par exemple, c'est limité. Hein, après, il faut demander des autorisations particulières et à la fois même dans les items. Donc là, effectivement, ça facilite notre travail en ce sens qu'on n'a pas besoin de coder, d'accord. Mais en même temps, ça nous demande plus d'investissement en termes de compréhension de la structuration en fait des fichiers qu'on récupère, de leur organisation et surtout de la sémantique en fait qu'il y a derrière. Quoi. Voilà. Quand tu dis sémantique, c'est le format. La sémantique, c'est-à-dire quel sens en fait on donne, quels sont les items qu'il y a et quel sens on donne à ces items. Quoi. Voilà. Enfin, pour le coup, là, avec Blablacar, je trouve que la problématique est un petit peu différente. Parce que fondamentalement, faire une API, maintenir une API et donner des accès en termes de bande passante, de temps de serveur et ainsi de suite, ça a un coût. Donc, pour une entreprise privée comme les Blablacar, on peut comprendre qu'ils limitent la donnée à l'accès, enfin l'accès à la donnée, et qu'à un moment donné, ils la fassent payer, parce que quelque part, ils sont tenus par des impératifs de rentabilité. Ce n'est pas exactement le cas pour Camp2Camp. Pour autant, du coup, on a accès à l'ensemble de la donnée de manière assez facile. Pour le coup, c'est complètement ouvert. Hein. Mais par contre, il y a un coût supplémentaire d'investissement, plus ou moins bénévole, pour faire la documentation, qui elle-même est quand même relativement importante et ambitieuse. Et du coup, c'est plus au niveau de cette compréhension de la donnée dans le cas d'un partenaire qui fait de l'open source par souci de transparence. Et je pense que la transparence, c'est important. Ça rejoint les problèmes éthiques. On pourra peut-être en parler après. Mais... Ça peut faire le lien parce que vous avez quand même une logique de données libres, de licence libre. Ouais. Donc peut-être exprimer là-dessus pour dire pourquoi et quelle est votre philosophie sous-jacente à cela, parce que ça semble assez marqué sur les plateformes collaboratives d'une certaine manière. Alors, je ne pourrais pas du tout parler au niveau technique de ce que vous avez dit là. Je veux dire que, en tout cas, les données sont totalement accessibles. On ne les cache pas. C'est la philosophie du site, hein, c'est d'enrichir au maximum pour que tout, comment dire, pour que ça devienne une vraie encyclopédie autour de la montagne. Quoi. Donc, il y a un wiki derrière. Enfin, voilà, l'idée, c'est Wikipédia, donc, avec le topo guide, et puis tout ce qui tourne autour de la montagne. Donc, les relations avec la sécurité en gros, du pratiquant, des articles sur la pratique, le biotope aussi autour de la montagne. Puis, voilà. Donc, on parle beaucoup de Creative Commons ou des choses comme ça. C'est volontaire que ça soit en libre accès pour le pratiquant, mais aussi qu'on puisse le réutiliser différemment. Oui, on utilise deux types de licences. Une qui est complètement ouverte justement pour tout ce qui est topo guide, et une un petit peu plus fermée pour les comptes rendus de sortie. C'était un choix dès le départ, en fait. Je ne sais pas si, dans le temps, c'est quelque chose qui va rester. Il y en a qui voudraient que ce soit encore plus ouvert pour tout le monde, qu'il n'y ait qu'une seule licence. D'autres qui voudraient rester sur une protection un petit peu de l'individu.
C'est une protection de quoi? Des photos? Alors non, c'est ouais, on est obligé de mentionner donc les personnes. On ne peut pas reproduire tout le contenu tout le contenu personnel. Et bon, après, c'est des petits trucs. Hein, c'est sur Internet. C'est pas vraiment des vraies protections. En tout cas. Ok, Antoine, est-ce que tu veux prolonger ou... Ouais, alors au niveau technique par rapport à l'API Je crois qu'on a... et du coup on entend à pas, l'accessibilité, à la compréhension. Ah, C'est bon. C'est bon? Vas-y, Antoine. vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, par rapport à l'API, donc en fait, nous, notre volonté avec l'API, c'est justement toutes ces données, vu que ça va c'est en parallèle avec la volonté d'avoir des données qui sont libres, partagées, donc les licences Creative Commons. L'idée, c'est, enfin, la philosophie de Camp to Camp, c'est de partager au maximum l'information entre les pratiquants. Et ça s'associe avec un partage de ces informations aussi pour la recherche. Donc, on en a parlé avec la base CERAC et la thèse de Maud Van Poel. Et alors, on a conscience depuis la V6 que notre API, elle n'est pas forcément très bien. Vous m'entendez? C'est bon? Attends, on te propose peut-être, Antoine, de te reprendre après, parce que là, le son descend tout seul, en fait. J'ai beau le remonter. On entend le début de ta phrase, mais jamais la fin. Alors, c'est un peu gênant. Oui, c'est gênant. Écoute, dès qu'on trouve une solution, je te renvoie la parole. Vas-y. On peut essayer comme ça? OK, on réessaye? Ouais. Vas-y, c'est bon. Alors, donc, ce que je disais, c'est que vraiment, cette API, l'idée depuis la V6, mais déjà avec les licences Creative Commons, c'est vraiment que nous, on veut faciliter le partage de l'information entre les pratiquants, mais aussi pour que tout le monde puisse l'utiliser, y compris vous, les chercheurs. Et du coup, c'est vraiment les licences Creative Commons, c'est vraiment une essence de notre projet, et c'est là-dessus aussi que la notion de wiki et de collaboratif, de chacun peut améliorer le topo que quelqu'un d'autre a commencé à écrire. C'est quelque chose qui nous distingue de pas mal des autres sites où on trouve des topos. Et pour rebondir sur l'API, donc j'ai entendu et j'entends bien qu'il y a beaucoup de données et que ce n'est pas toujours facile de comprendre comment accéder à quoi. Donc, on a bien conscience, en fait, nous, on est une association, on est tous des bénévoles et on n'a pas des fonds illimités. Et on a bien conscience que la documentation de notre API n'est pas complète. Mais on a quand même chez nous des gens qui l'ont construite, cette API, qui savent bien comment ça marche. Donc là, j'en profite pour faire une annonce. Si jamais vous avez des questions, des problèmes par rapport à notre API, comment l'utiliser, il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter. Nous, on fera le maximum pour vous aider. Cool. Non, mais c'est déjà fait. J'ai déjà commencé à travailler et travailler. C'est Hugues qui te répond. Et du coup, en complément, si jamais vous avez travaillé avec notre API et que vous êtes capable de mieux la documenter, n'hésitez pas à le faire. C'est tout sur GitHub. Vous êtes les bienvenus pour les suivants. C'est de bonne guerre. Merci. On va peut-être passer la parole à Christophe, qui représente l'État, donc un peu moins pirate, on va dire, que les chercheurs, qui sont aussi fonctionnaires d'État. Juste pour finir sur ces aspects, excuse-moi, pour ces aspects de scrapping, c'est vrai ça va très très vite en ce moment, hein, la techno, même l'ouverture des données, etc. Et c'est vrai que des choses qu'on a fait il y a 2 années à peine, elles n'ont plus lieu d'être. Je veux dire, ce sera recommencé, on ne ferait pas comme ça c'est certain. Hein. Donc voilà, et ça vaut pour d'autres sites, etc. Donc, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. Juste parce que c'est pas pour se concentrer. Le scrapping et le camp, c'est ce
sais pas si Antoine m'entend bien, mais pendant que vous êtes là, quelle est votre position quand vous vous retrouvez face à des chercheurs qui viennent d'aspirer toutes les données que vous avez structurées, qui les utilisent sans vous en avoir informé au préalable? Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Le scrapping, c'est une dimension sauvage. Est-ce qu'elle a un côté dérangeant ou... Le site, il est fait pour ça, en fait, pour que les données soient utilisées par tout le monde. Par contre, nous, les licences Creative Commons, elles imposent que si les données sont rendues publiques, il faut au moins mentionner la source. C'est le seul truc. Après, je pense qu'il faut faire la différence entre scrapping et utilisation d'une API. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on a une API, on a une doc qui nous dit comment accéder à la donnée. Une fois qu'on a accédé à la donnée, il faut être en capacité d'utiliser. Et parfois, si on n'a pas recours au producteur de la donnée, on peut arriver à dire des bêtises parce qu'on va l'utiliser à mauvais escient et en tâtonnant, il arrive qu'on fasse des erreurs. Le scrapping, c'est un petit peu plus artisanal comme méthode, quoi. C'est-à-dire que chaque site, on va trouver une porte d'entrée qui va nous permettre d'accéder systématiquement aux différentes pages. Et une fois qu'on aura accédé aux différentes pages qui nous intéressent, on aura un parseur qui va venir derrière et qui va, en fonction des balises, essayer de reconstituer une information organisée sur la base d'une page HTML qui est une espèce de document au long cours là, où on empile tout et n'importe quoi. Et là, pour le coup, c'est l'utilisateur qui crée sa structure de données. Voilà. Et à l'inverse de l'API, où c'est l'inverse, la structure de données est déjà plus ou moins imposée. Non, mais en fait, c'est deux approches complémentaires. Et ça peut être complémentaire. Et qui, selon le contexte, ont tout leur intérêt. De toute façon, ça vient un peu. Mais on reviendra sur ces dimensions pour laisser la parole à Christophe. Alors, nous, en ce qui nous concerne, donc, on est dans la catégorie dans l'inventaire qui a été fait ce matin sur tout ce qui est self-tracking, c'est-à-dire des données qu'enregistrent les pratiquants outdoor, soit les applications mobiles, soit les objets connectés. Donc, parmi ces données, on ne prend que la trace GPS qui a été réalisée sur le terrain, in situ. Donc, du coup, c'est une information qui est intéressante parce qu'on a une activité, on a des points géolocalisés qui se succèdent, qui sont horodatés. Donc, après, on peut déterminer les dates, les horaires, les positions, donc des informations géolocalisées. Donc, c'est très intéressant pour visualiser, mais ce sont aussi des données personnelles. On a des droits et des devoirs par rapport à ça, donc, qui sont liés au règlement sur la protection des données. Du coup, ces données qu'on va avoir, il faut qu'elles répondent à un certain nombre de standards, de pseudonymisation pour les données brutes. Et puis, après, quand on est sur le flux, qu'on va visualiser, c'est des données qui sont carrément anonymisées. Donc, sur la question de comment on les collecte, on a différentes façons. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est 7,5 millions de traces GPS récupérées, récoltées au niveau national depuis 1 an et demi maintenant. Donc, on a plusieurs canaux en fait, de collecte. On a un premier canal qui est avec une logique d'API, comme ça a été défini tout à l'heure. Donc là, ce sont les grandes marques d'objets connectés. Donc, on est lié, donc, la plateforme Outdoor Vision synchronise les traces avec Garmin via une API, pareil avec Suunto et pareil avec Polar. Donc là, le gros avantage, c'est que on a une collecte de traces qui est automatisée. Donc à chaque fois que le client Garmin qui a synchronisé sa montre avec la Outdoor Vision va courir, marcher, pédaler ou skier, on va récupérer automatiquement sa trace GPS. Donc, grâce à ce système, tous les jours, à peu près, on a 1200 traces qui s'auto-implémentent dans la plateforme. Donc, ça, c'est un premier, on va dire, moyen de collecte. Donc, l'avantage, c'est l'automatisation. L'autre avantage, pour certains de ces fournisseurs, on peut revenir en arrière dans le compte de l'individu. Donc, on va pouvoir remonter, par exemple, jusqu'au 1er janvier 2018 et du coup, récupérer les traces qu'il a faites depuis le 1er janvier 2018. Donc, ça, c'est un peu différent suivant les fournisseurs, mais en tout cas, chez Garmin et Suunto, on peut le faire. Chez Polar, on ne prend qu'à la date de connexion, on n'a pas d'effet rétroactif.
Mais là, vous avez une convention avec les fournisseurs. Non, ça fait partie des. Alors, oui et non, c'est-à-dire que ce sont des marques internationales, donc ils ont beaucoup de partenaires, vous imaginez, au niveau mondial. Donc, ils ont des standards d'API qui sont définis. Et après, ben, vous ne montrez pas de blanche pour faire la demande pour entrer dans l'API. Donc, quelque part, oui, c'est conventionné, mais il n'y a pas, on va dire, de contrat fait à la main. C'est quelque chose qui est très standardisé. L'inconvénient de ce système-là, c'est que alors, en ce qui concerne le projet Outdoor Vision, c'est à but non lucratif. Dans le domaine de l'outdoor, donc c'est quand même aussi c'est des petits projets par rapport à, j'imagine, ce que traite Garmin sur des sujets de santé ou des sujets de sport en plus général. Nous, on n'a pas réussi à avoir de la part de Garmin, de Sunto, de Polar, un contrat qui nous permette d'accéder à l'ensemble des traces de leurs clients en France. Donc, on a uniquement accès aux clients qui nous donnent l'autorisation de le faire. Sauf que là-dessus, c'est à nous, à lui trouver le client Garmin, à lui proposer de synchroniser ses traces avec Outdoor Vision, pour qu'il aille faire après la démarche d'aller sur le site outdoorvision.fr, de cliquer sur le bouton « Je participe », et du coup, là, ça l'amène dans un tunnel connexion où il synchronise son compte Garmin Connect ou Polarflow ou Sunto. Donc, c'est super, mais en même temps, c'est des gros efforts en termes de communication pour toucher le pratiquant Garmin, Sunto ou Polar. Donc, on va en parler après, mais on a différentes stratégies, on essaye différentes choses en matière de communication pour toucher ces clients-là. Mais on n'a pas eu pour l'instant de communication directe de Garmin vers ces clients en disant partagez vos traces avec Outdoor Vision. Avec Sunto, on a eu une communication au début. Et avec Polar, on espère que bientôt on pourra en faire. Donc, via ce système, aujourd'hui, sur les 7,5 millions de traces collectées en un an, on a 1,5 million de traces qui ont été collectées de ce type-là. Et on a aujourd'hui un peu moins de 5000 personnes qui ont créé un compte dans Outdoor Vision pour connecter leur monde Garmin Sunto. Voilà. Donc ça, c'est le premier système. On va dire plutôt avec des grandes marques d'objets connectés. Après, on a un deuxième système de collecte qui est là sous la forme de convention, de partenariat, avec plutôt des fournisseurs d'applications mobiles. Là, on est plutôt dans des TPE, PME françaises. C'est aussi important pour nous, en tant qu'État français, de développer des partenariats avec ces applis-là, mais aussi quelque part de les aider à se faire connaître. Donc là, on a des partenariats qui sont sur 4 ans, 2021-2024. Donc on a sécurisé, on va dire, l'acheminement de la donnée sur ces 4 années, avec donc différents fournisseurs. Donc on a Visorando, qui est comme l'appli mobile leader sur la randonnée en France, OpenRunner, VisuGPX, Skitour, même si on n'a pas encore connecté encore l'API. On a Trail Connect, on a IGN Rando App. Et puis dans cet exercice-là, on en a toujours un dans la liste. Je regarde Pascal, j'espère que j'ai oublié personne. J'ai oublié maintenant, peut-être. Voilà, et donc du coup, sur cette logique-là de conventionnement, c'est par exemple OpenRunner, c'est 1,5 million de traces fournies pour l'instant. Visorando, c'est 4,5 millions. Et puis après, les autres fournisseurs, c'est plutôt en centaines de milliers. Donc ça nous permet d'arriver, comme je le disais, à peu près les 6 millions qui manquaient de traces. Donc voilà, ça c'est nos deux, on va dire, façons de collecter. Puis on a une troisième façon qui est complètement anecdotique, qui est sur la base des pratiquants qui ont eu l'info Outdoor Vision, qui n'ont pas d'objet connecté, qui n'ont pas d'appli mobile, ils peuvent aller déposer la trace eux-mêmes sur le site Outdoor Vision. Mais là, c'est quelques dizaines de milliers de traces par rapport aux millions, c'est assez insignifiant en termes de volume. Donc ça, c'est pour la trace GPS. Et là, sur la deuxième type, il y a une convention avec les entreprises ou... Voilà, il y a une convention, donc on n'est pas sur une base de flux financier, on est sur une base de partenariat, c'est-à-dire que d'un côté, ils nous amènent de la donnée brute, et de l'autre côté, on leur donne accès à la plateforme. Et à terme, quand on aura développé les fonctionnalités d'export de flux, on leur donnera accès au flux. Donc, ils auront le flux des pratiquants par discipline géolocalisé, mais pas uniquement leur flux lié à leur marque, mais bien à l'ensemble des marques
Donc, ce n'était pas une donnée enrichie par rapport à celle qu'ils pouvaient avoir par leur propre système. Donc, ils y retrouvent un intérêt au sens, s'ils veulent développer de nouvelles fonctionnalités dans leur appli, par exemple. En ce moment, proposer une API qui permettrait de dire tel jour, telle heure, si tu veux randonner tranquillement, on va plutôt sur tel sentier que celui-là qui est très fréquenté. Et grâce à ce flux, on peut imaginer qu'ils développent des fonctionnalités pour les intégrer après dans leur proposition de service. Puis après, il y a aussi le fait qu'ils sont assez quand même convaincus de partager leurs données dans un projet qui va amener les territoires à mieux organiser les sites de pratique, donc à développer les pratiques de sport nature, que ce soit non lucratif. Ça s'intéresse aussi. Puis après, il y a le côté aussi notoriété, marque, voilà, un organisme privé, c'est aussi intéressant d'avoir le logo de l'État et de participer à quelque chose qui est non lucratif. Voilà un peu l'échange qu'on a avec eux à ce niveau-là. Il y a d'autres partenaires. Oui, alors après, on a d'autres. Je parle au niveau des data toujours. Pas que à Outdoor Vision. Oui, alors juste pour finir sur les data, donc on a des données dans la plateforme GPS avec un flux qui permet de compter du coup où passent les pratiquants, depuis quand, et dans une certaine mesure combien. Puis après, on a des données aussi qui viennent compléter ce flux de fréquentation. Donc on a notamment des données. Donc ça, c'est en cours d'écriture avec l'éco-compteur, mais aussi de visualiser les données éco-compteurs dans cette plateforme pour pouvoir comparer les pratiquants connectés avec le nombre de pratiquants sur un point à un moment donné via l'éco-compteur. Et on a aussi d'autres données de type Suricat, donc il y a une API aussi développée par le service sport qui permet de visualiser les signalements sur des sites de pratique. Donc on peut aussi visualiser ces données. On discute aussi avec la malle postale pour avoir à un moment donné des données aussi sur l'itinérance, avec les transports de bagages, les points de dépôt, les points de reprise, avec les volumes de personnes aussi. Voilà, on peut imaginer qu'on va enrichir ce catalogue de données qui viendra, on va dire, consolider un peu déjà la donnée du flux de fréquentation. Et donc ce projet, c'est mené en partenariat donc, avec l'Université de géographie alpine, UGA, le CERMOSEM, avec deux fédérations sportives pour l'instant qui sont la randonnée pédestre et la fédération de cyclisme, avec l'Office français de la biodiversité, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, la fédération des parcs, l'État, avec le ministère des Sports et puis la direction du numérique, et les collectivités territoriales qui sont utilisatrices de l'outil et certaines qui nous aident aussi financièrement à développer la plateforme. Très bien. Alors peut-être maintenant sur cet usage-là, c'est très normé d'une certaine manière sur Outdoor Vision. Votre rapport à la donnée, si on revient derrière, libre usage, données libres, assumées, engagement, alors le rapport à est-ce que c'est une donnée anonyme ou pas, qu'est-ce qu'on en fait, le libre usage, enfin voilà, qu'on revient un peu sur cette question plus éthique d'une certaine manière. Alors là, c'était assumé ce matin. Donc, non, mais en fait, nous, de toute façon, les données, en fait, elles sont effectivement scrapées au niveau individuel, mais rapidement, déjà, on les rend anonymes immédiatement. Et après, nous, on les travaille au niveau agrégé, hein, donc selon différentes échelles, l'échelle spatiale, l'échelle temporelle, mais automatiquement, c'est de l'agrégation. Hein, jamais on travaille au niveau individuel. Parce que de toute façon, nous, on n'a pas travaillé sur les traces GPX. Donc, voilà. Quand tu parles de travailler au niveau individuel, ça signifie quoi? Au niveau des agrégés, c'est-à-dire qu'en fait, oui, non, mais le terme effectivement n'est pas clair. Mais fondamentalement, c'est qui ces individus? On ne le sait pas, quoi. On est capable de tracer un pseudo dans une plateforme, mais fondamentalement, on n'a pas accès à toutes les informations techniques qui nous permettraient de les identifier, l'heure de connexion, l'IP, des trucs comme ça. Alors, en tout cas, nous, on ne cherche pas à savoir ça, quoi. C'est pas notre. Il y a sûrement de la donnée de cette nature sur chaque utilisateur, contributeur qui crée un compte. J'imagine qu'il laisse son âge, des choses sur lesquelles on pourrait éventuellement le sexe, voilà, des choses. On va dû travailler sur ces questions-là, mais j'imagine que ça pourrait être le cas si on avait les droits pour le faire. Vous savez comment c'est géré sur une API publique comme tout comme typiquement, ça fait partie des questions qu'on se pose parce que nous, arriver
dans les problématiques d'IGV Lab, il y a un grand enjeu qui est d'être capable de faire le lien entre l'enquête auprès des pratiquants, hein, qui est réalisée par les collègues qui sont là, notamment Romain qui est parti. Ouais, c'est ça, il est parti au téléphone, c'était juste derrière, qui est un postdoc dans le projet IGV Lab. Et ce qu'on constate concrètement en termes de pratique. Et c'est vrai que là-dessus, il y a vraiment quelque chose qui est difficile, puisque on n'est pas toujours capable, au contraire, de suivre une personne dans ses pratiques et de voir quel bouquet de pratiques il peut avoir, que ce soit en termes dans le temps, d'espace ou d'activités différentes qu'il peut pratiquer. Et c'est vrai que là-dessus, je ne sais pas comment vous gérez, parce qu'effectivement, j'imagine qu'il y a un certain nombre de données personnelles qui sont recueillies au moment de la création de compte. Pas du tout. Non, ok. Il y a juste l'adresse mail. Il y a que l'adresse mail pour créer le compte, pour qu'on puisse envoyer le mot de passe, Oui. mais c'est tout. Et donc, vous n'avez aucune information sur code postal, Non. âge, sexe Non, il n'y en a aucune. Ok. Il n'y a que les membres de l'association, Bien sûr. parce que c'est une association et qu'il faut qu'il y ait un nom avec une adresse s'il faut. Donc, c'est ceux qui adhèrent physiquement, personnellement, à l'association. Du on va coup, dire, ça qui devient gère la indépendant un plateforme. peu du site. Et si, D'accord. et si, par exemple on voudrait pousser l'analyse et effectivement faire une analyse sociodémographique, du coup, on peut s'adresser à vous pour avoir de façon anonymisée en fait, des données. Oui, bah, le Voilà. problème, c'est qu'en fait, nous-mêmes, on ne sait pas Vous savez, d'accord. qui est membre, si c'est un homme, une femme, si c'est quelle catégorie socio-professionnelle il occupe. Vous On avait demandez fait ça. un sondage justement sur le site pour un petit peu voir qui utilisait le site. Mais après, c'est pareil, c'est toujours biaisé. Hein, tout le monde ne répond pas. Et puis, Bien sûr. Et puis, il y a un premier niveau, c'est membre de l'association Camp to Camp. Deuxième niveau, c'est avoir un compte sur le site. Troisième niveau, c'est être simple lecteur du site. Là, c'est accessible à tout le monde sans limite. Oui, parce que il me semble que, selon les sites, moi je ne connais pas du tout ces sites-là, mais je travaille avec des gens en géomarketing qui font du profilage géomarketing, et eux, ils ont des données plutôt démographiques, quoi, en fait, hein, sur le profil, âge, sexe, etc. Donc, et ce sont des données qu'ils récupèrent, enfin qu'ils achètent pour le coup sur des applications qui sont localisées, quoi. D'où je le dis parce que Hugues ne l'a pas forcément développé. Dans l'idée, là, on aurait donc il y a tout un film en formation géographique volontaire qui travaille là-dessus pendant 5 mois. Donc c'est en stage, et puis Robin qui est là pendant 1 an. Pour l'instant, ce qui est intéressant, donc on fait des enquêtes auprès d'usagers du numérique. Ce qui ressort, c'est que la même personne, par exemple, elle n'a pas le même usage du numérique suivant les activités sportives qu'elle pratique. Et donc, pour une personne, elle est codée plusieurs fois parce que suivant qu'il fait du style de randonnée, de la course à pied ou du VTT, en fait, il peut avoir 3 usages du numérique. Et donc, ensuite, ça serait créé avec l'appui du pôle à partir de l'été sur les usages du numérique. À travers lequel on pourrait commencer à avoir des données, pour le coup, là où on aurait l'âge, la catégorie socio-professionnelle, est-ce que c'est des urbains, des ruraux, etc. Donc plus de données factuelles sur les usages du numérique des Français, et ce qui permettrait, en mettant en pendant l'enquête nationale sport des Français, d'avoir quelle est cette population, suivant ses usages avant, pendant et après la pratique, comment les catégoriser, quoi. Juste pour répondre à ta question, en fait, ce que j'entends par données, c'est les données désagrégées, c'est-à-dire au niveau individuel, ponctuel, au niveau le plus fin. De toute façon, automatiquement, nous, c'est pas ça qui nous intéresse, justement, c'est plutôt agréger les données et en extraire, en fait, de la connaissance sur les pratiques, voilà. Ouais, c'est pas la donnée personnelle, quoi. C'est ça, non, c'est pas la donnée individuelle et personnelle. Oui, c'est ça, comme ça. Oui, puis, selon les contextes, on l'appelle différemment. Il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, on est très cadré en termes de recherche par nos laboratoires et nos tutelles qui nous demandent, qui nous proposent un cadre formel un peu rigoureux sur l'usage de données
potentiellement nominatives ou liées à d'autres éléments. Mais ça, c'est des méthodes. En fait, la différence, c'est des méthodes quand même qui ne sont pas nouvelles. Hein. La différence, c'est que maintenant, on a réglementé les choses, alors qu'avant, on ne les réglementait pas. Je veux dire, quand on faisait une enquête, c'était systématiquement anonymisé, sauf qu'on le savait, mais on ne le disait pas. Quoi. Voilà. Là, maintenant, il faut remplir un formulaire. C'est un peu. Voilà. Oui, mais il y a une référence. Mais par contre, il y a une. Voilà, c'est ça. Dans chaque laboratoire. Mais c'est ce que disait Mathieu ce matin aussi, c'est sur cette problématique de la donnée, elle est devenue, en fait, c'est une donnée individu-centrée. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette donnée individu-centrée qui, d'un point de vue échantillonnage, est quand même, on n'a pas de repère. Et, donc, c'est là la difficulté. C'est comment, à partir d'une donnée qui est très individuelle et qui est quand même très orientée dans un contexte de production particulier, quelle est sa pertinence, sa qualité, sa significativité, sa représentativité. Et tout ça, voilà, il y a un chaînon là manquant qu'on ne sait pas très bien analyser, mais pour lequel il faut quand même se poser des questions. Et je pense que c'est important de se les poser pour éviter oui, toute mésinterprétation de la donnée, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quand même un volume d'informations qui est important, qui est potentiellement lié à un certain type de pratique représentative d'un certain usage, d'une certaine classe sociale. Et il ne faut pas que ça devienne forcément l'intérêt général de manière systématique. Et ça rejoint vraiment les questions éthiques, dans le sens où c'est important qu'en tant que représentant, enfin chercheur de l'administration publique, on soit en capacité d'apporter ce regard critique sur les données. Et moi, à titre très personnel, hein, dans mes petits aménagements intellectuels, je pars du principe que quand je fais du scrapping, la donnée que je récupère, c'est une donnée qui est publique. Donc fondamentalement, je ne fais jamais que réorganiser et me donner les moyens d'exploiter une donnée qui est déjà disponible publiquement et que je ne suis pas vraiment tenu à quelconque cadre juridique spécifique pour l'administrer. Et ça pose pas mal de questions quand même par rapport au volume de données qui est maîtrisé par la sphère publique, qui se sert effectivement de certaines informations dont elle dispose, des fins quand même en partie mercantiles, hein, pour donner à voir et comparer les pratiques entre acteurs en lien avec l'achat d'un dispositif d'acquisition des données sur lesquels elle fait des bénéfices conséquents, et où là, il faut qu'on montre patte blanche et qu'on signe tout un tas de conventions et de choses comme ça pour permettre d'avoir accès à la donnée, qui est encore une fois avec une donnée où on ne sait pas dans quelle mesure elle est retravaillée, pas retravaillée, une espèce de boîte noire sur laquelle c'est compliqué d'avoir accès, contrairement à d'autres systèmes type Camp ou Descent Canyon, où toutes les données en ligne peuvent potentiellement être récupérées, quoi. En sachant que dans les deux cas, on avait demandé aux plateformes l'accès à la donnée. Des fois a posteriori, quoi. On leur a demandé. Mathieu, vous voulez s'exprimer et après je passe la parole à Christophe. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'était pour prolonger ce qui vient d'être dit sur effectivement, en fait, souvent, on accède finalement à des données et on accède finalement ni à des individus, ni à des informations personnelles, mais à des comptes et à des pseudos. Et il faut réussir à voir ce qu'il y a derrière. Donc, il y a une règle qui s'applique souvent sur le web 2.0, alors dans les forums et dans tout un tas de dispositifs collaboratifs, mais qui s'applique bien aussi dans ces plateformes, c'est la règle du 99.1, c'est-à-dire que souvent, on a 90% de contributeurs qui sont inscrits dans ces plateformes, mais qui produisent quasiment pas de contenu, 9% qui produisent un contenu aléatoire ou faible, et 1% qui produit la masse et l'essentiel du contenu. Et il y a un certain nombre d'études qui ont montré que si on considère que les 90%, c'est des lurkers, c'est des passagers clandestins qui polluent le système et qu'on les exclut et qu'on ne prend que les 10% qui contribuent le plus, en fait, l'écosystème va se reproduire parce qu'il y a des questions de légitimité qui vont rentrer en ligne de compte et du coup, les contributeurs qui étaient actifs ne vont pas oser, puisqu'ils sont dans une plus petite communauté, contribuer. Donc, c'est important d'avoir ça en compte parce que notamment le 1% qui est très actif, c'est interroger les pratiques de ces 1%, c'est souvent comprendre une grande part de la base de données. Si je vous prends l'exemple de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, depuis 10 ans, ils ont un système, la faune aquitaine, comme on peut avoir dans toutes les régions, et il y a 9% de la base de données qui provient d'une seule personne, alors qu'ils ont 1000 contributeurs différents tous les mois. Et cette personne, c'est un salarié de la LPO. Donc, c'est quand même pas tout à fait neutre d'avoir des contributeurs comme ça qui alimentent la base. Et souvent, d'ailleurs, ces gros contributeurs ont plusieurs pseudos.
Donc, ils ont tout un tas de pseudos. Un pseudo quand ils sont en mode associatif, un pseudo quand ils donnent des cours, un pseudo quand ils contribuent à titre professionnel. Donc, ça doit un peu interroger. Et après, dans les systèmes qui vous intéressent, je ne sais pas si c'est le cas, mais moi, dans les systèmes que j'étudie, notamment OpenStreetMap, on voit là une émergence forte. Donc, OpenStreetMap, c'est le Wikipédia de la carto. Il y a tout un discours pour dire OpenStreetMap, c'est des gentils cartographes, arpenteurs qui sont sur le terrain et qui cartographient ce que l'IGN n'arrivera jamais à cartographier en temps réel tout le terrain. Quand on observe le contenu de la base, on se rend compte de deux choses sur lesquelles je voulais attirer votre attention. C'est d'une part qu'il y a énormément d'importation de données extérieures. Donc, on va chercher des données en open data, notamment des données institutionnelles, et on les injecte dans ces bases de données dites amateurs ou dites de VGI. Et donc, en fait, on est face à un contenu hybride parce qu'on est à la fois dans des données institutionnelles libérées et dans des données produites par des amateurs. Et puis, par ailleurs, il y a une présence massive, mais assez sournoise et silencieuse, finalement, de ce qu'on appelle les éditeurs d'entreprise, c'est-à-dire des grosses boîtes, voire des très, très grosses boîtes qui, en fait, produisent de la donnée, les mettent dans OSM parce que leur cœur de métier, ce n'est pas tant de produire de la donnée que de vendre du service derrière. Et là, par exemple, il y a un gros projet qui s'appelle Mapazonia qui vise à cartographier l'Amazonie dans OSM. Les plus gros contributeurs, c'est des comptes individuels dont on ne sait pas d'où ils viennent, mais quand on fait une petite recherche, on se rend compte en fait que c'est des salariés de Google, de Facebook ou de sociétés qui bossent pour Google, Facebook ou Apple. Et donc, il y a une charte qui vient d'être mise en place dans OpenStreetMap pour que ces gens soient désormais identifiés et qu'il y ait un peu plus de transparence. Voilà, donc c'était pour dire qu'on est face à des contenus de plus en plus hybrides et des comptes qui peuvent provenir vraiment de profils très variés, tant dans leur volume de contribution que aussi dans leurs objectifs de contribution dans ces plateformes. Oui, tout à fait. Christophe? Alors, nous, c'était un choix délibéré comme on est sur de la donnée personnelle, d'avoir le moins d'informations liées à la tragédie. Donc, on ne prend aucune donnée de santé, alors que dans les comptes Garmin Polar, il y a plein de paramètres. Donc, on ne prend que la tragédie. On prend donc juste, on va dire, le mail pour créer le compte pour la même raison que Camp2Camp. Donc, ça, c'était vraiment aussi pour faciliter l'expérience client. Aucune difficulté à s'inscrire et que du coup, ça soit rapide. Alors, l'inconvénient, c'est qu'on ne sait pas qui se cache derrière la trace GPS, d'où l'idée de pouvoir le savoir, le reconstruire par rapport au travail qu'on va mener ensemble sur le questionnaire l'autre. Après, suivant les fournisseurs, on sait que c'est différent. Par exemple, un Garmin, c'est à peu près 200 traces par compte, alors qu'un Isorando, ça va être 3 traces par compte. Je fais une caricature, mais on voit bien que là derrière, on a deux pratiquants qui sont complètement différents, qui va utiliser sûrement pendant ses vacances les dernières 2-3 randos, parce qu'il va utiliser des randos, et puis celui qui est vraiment dans une logique d'entraînement, de carnet d'entraînement dématérialisé, qui va du coup suivre ses stats, sa progression. Ça va être assez différent. Mais on va dire que ce n'est pas forcément l'enjeu qu'on avait au départ de la plateforme Outdoor Vision, c'est-à-dire que ce n'était pas de savoir exactement qui sont les pratiquants, c'était plus savoir où ils passent. Déjà, pour nous, c'était pouvoir indiquer à une collectivité, à un moment donné, qui a investi sur tel ou tel sentier, sur telle ou telle voie cyclable, que potentiellement, il y avait, c'était les lignes du désir, j'ai bien aimé le concept, il y avait d'autres lignes de désir qui s'exprimaient, donc c'était peut-être celle-là qu'il fallait prendre en compte. Donc, l'intérêt, c'était quand même de voir, par rapport à une offre qui était proposée par un territoire ou par un acteur, quel était quelque part l'usage, la réalité de l'usage. Donc, c'est plutôt à ce niveau-là, on va dire qu'on essaie d'amener une plus-value. Et peut-être que dans quelques années, parce qu'il y aura des modèles, des algos qui seront capables de dire, voilà, à partir d'un échantillon de pratiquants connectés, on peut extrapoler un échantillon de pratiquants au sens large. Là, peut-être qu'on sera sur des logiques de combien. Mais déjà, on sait qu'on est plutôt sur le où, le quand et depuis quand. Là, on amène de l'information du territoire. Et puis, une Comcom, elle n'a pas toujours, on va dire, ce type de données. Donc là, on peut les mobiliser sans compétences en géométrie, de manière très accessible. Donc voilà, on démocratise, on va dire, un peu quelque chose qui permet d'aider à la décision. Après, sur les notions éthiques, on essaie d'être attentif au maximum à ça. Donc, comme ça a été dit, en fait, il y a deux types de données. Il y a les données brutes qui arrivent, les traces GPS. Donc là, c'est pseudonymisé.
on mêle un peu la langue avec ça. Mais en gros, nous, on a un ID et puis on a des traces, mais cet ID, ce n'est pas l'ID de celui qui l'a collecté, du fournisseur. On transfère ça, donc on ne sait pas qui c'est derrière. Et après, quand on a le flux, ben là, on a carrément des données anonymisées, donc qui ont été nettoyées, filtrées, agrégées. Et on n'affiche pas, nous, une trace sur la plateforme. On affiche un flux qu'à partir du moment où il y a eu au minimum 5 passages et 3 pratiquants. Donc, pour toujours rester dans ces logiques-là de protection, quelque part, de la vie privée. Voilà, et après, sur la notion aussi de qualité de la donnée, comme ça a été signifié, il y a tout un process de filtrage. Donc, par exemple, quelqu'un qui va faire un footing, qui remonte dans sa voiture, qui oublie d'éteindre le GPS, mais ça, il y a des algorithmes qui vont nettoyer ça. Ce qui passe dans le parlage ou le col du notarié, on va perdre sa trace, on va falloir la reconsolider. Donc, voilà, il y a tout un système qui permet justement de nettoyer ces données et puis de les rendre dans un flux qui soit un peu plus propre. Sachant qu'on a parlé de la qualité des données en tant que telle, et que le sujet qu'on n'a pas encore abordé et qui est encore un échelon au-dessus, c'est la comparabilité et le croisement des différentes sources de données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a des données Visorando, Besu GPX, OpenRunner en même temps que ces données elles sont comparables en termes de qualité d'information géographique, elles n'ont pas la même résolution. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? Et elles ne sont pas comparables en termes de métadonnées. On va avoir différentes manières de référencer la pratique qu'il y a derrière. Est-ce que c'est de la course à pied? Est-ce que c'est du vélo, par exemple? Mais si c'est du vélo, il y a ceux qui vont dire que c'est du VTT, du vélo de route, du gravel, puis il y a ceux qui vont dire que c'est juste du vélo. Alors, comment est-ce qu'on fait pour comparer ces données, pour les analyser, pour les croiser et pour en tirer quelque chose d'opérationnel? On retombe sur un autre sujet qui a été abordé ce matin en introduction par Mathieu, hein, c'est vraiment comprendre ce que sont ces métadonnées et le risque d'arriver finalement à quelque chose de relativement trivial qui vient confirmer ce qu'on sait déjà sur les pratiques, mais peut-être que le fait de passer par cette confirmation de la trivialité, c'est une étape nécessaire pour être capable d'aller plus loin et de savoir ce qu'on pourra faire avec ces données. Déjà, si on est capable d'arriver à dire ce que représentent les données par rapport à ce qu'on connaît, on a déjà fait un premier état des lieux. Et puis ensuite, peut-être qu'on sera capable de faire émerger d'autres questions sur la base de cet état des lieux pour essayer d'utiliser ces données à d'autres usages. Je pense que les usages de la donnée en tant que telle, ils sont relativement intéressants. Et ça rejoint complètement l'intervention de Christophe. Hein. Typiquement, la fréquentation des espaces naturels, on en a tous une idée, la surfréquentation et le surpâturage de certains espaces sensibles. Mais pour autant, ça peut être bien de l'objectiver, d'avoir une grille de lecture systématique qui permettent ensuite d'avoir des actions plus ou moins ciblées en fonction des enjeux qui sont connus par le gestionnaire de la nature et de ce qu'on peut voir d'un point de vue un petit peu comptable sur l'ensemble du territoire. Oui, donc nous, par rapport à ça, la réponse qu'on a essayé de faire, c'est déjà de partir sur des familles d'activités où il y avait beaucoup de volume. Donc marcher, courir, pédaler. Mais c'était plutôt parce qu'on avait une demande liée au territoire où est née l'expérimentation qui pouvait aborder. Mais du coup, on ne différencie pas aujourd'hui toutes les activités dans les grandes familles pour avoir des volumes conséquents. Sinon, si on tape le gravel actuellement, on va avoir des volumes microscopiques, donc ça ne sera pas significatif. Et après, ça pose des questions effectivement pour d'autres activités. Par exemple, on se posait la question sur l'équestre, c'est souvent une demande. Aujourd'hui, l'équestre dans les données OpenRunner sur 1,5 million, c'est 1% des données. Donc, on voit bien qu'on a vu. C'est pas forcément la bonne appli pour capter les tests. Donc, on parie sur le fait que, parce qu'on va agréger différents fournisseurs dans le temps, on aura ce mélange qui se fera et on aura de plus en plus de données. Un petit mot il nous reste 5 minutes, si vous voulez rajouter quelque chose. Si, peut-être, en fait, c'est sur l'aspect visualisation, parce que vous avez dit, une des problématiques, c'est pouvoir analyser les données, pouvoir extraire de l'information. On passe essentiellement par la visualisation. Et moi, je voudrais savoir, en fait, comment vous faites donc, pour restituer cette information, des traces, de leur contenu, de leur sémantique. Parce que pour nous, c'est un enjeu de recherche, quoi. Donc voilà. Alors,
je sais pas, il y avait une petite vidéo, Marc, je sais pas si tu as le lien. En gros, on permet de visualiser les flux sur une vue globale, sur différentes cartes avec différentes échelles, de filtrer, de date ou autre. Et puis quand on clique sur le flux, on a une idée du nombre de passages des pratiquants par rapport à l'activité qu'on a définie. Donc ça, c'est une façon. Après, il y a une deuxième façon, c'est les points de départ et les points d'arrivée qui sont affichés sous forme de cartes de chaleur. On a aussi une fonctionnalité qui est sur les zones de pause. Donc là, on a détecté dans la trajet GPS un endroit où l'individu a stationné. Donc souvent, ça relève des points d'intérêt au sommet, ou un endroit où on a un beau panorama, ou un endroit où on va pique-niquer, par exemple. On a des durées de pause qui sont différentes. On a une autre fonctionnalité aussi de visualisation qui est sur les activités dominantes, c'est-à-dire dans le flux. Est-ce que c'est plutôt du vélo? Est-ce que c'est plutôt de la marche? Est-ce que c'est plutôt de la course? Et du coup, on exprime cette dominance en code couleur dans le flux. Et puis après, on a la possibilité de comparer dans le temps, donc de mettre pareil une analyse, visualisation entre 2 années des endroits où il y a une augmentation du flux et des endroits où il y a une baisse du flux avec un système de code. Ah oui. Du coup, je me passe. Voilà. Petite table ronde. La bonne type. Voilà, bravo. Ça fera une parfaite conclusion. Donc, il est exactement écart, donc c'est l'heure de la pause. Merci à tous pour cette participation. Et on a combien de temps là?
Ouais.